Sapienza, ici, au Saint-Germain-des-Prés, ce 13 décembre, un mois après. Oui, la lumière, en ces jours de novembre 2015, a failli perdre son lieu face à la détestation de l'humanité parlante. La revoilà revenue, quelque peu parmi nous, par les chemins de la raison et de l'art, par la Sapienza, nom du film, mais aussi nom auquel sont rattachés ceux de l'université de Latran à Rome et ceux de génie comme Bernini, oui, et surtout Borromini, ces sculpteurs de la lumière dans la vie. Le cinéma est ici en plein élan de ce qu'il est. La vie des désirs, petit à petit, reprend grâce à ce film qui nous met dans l'ambiance du quotidien, ni plus ni moins, celui d'un couple qui se renouvelle et celui d'un lien fraternel qui s'affranchit. L'inspiration, la Sapienza, ici, joue un rôle d'acteur. Elle a le premier rôle. Elle est le reflet de l'éternité, celle présente dans l'art, et que l'art de l'architecture nous laisse espérer. Claudio Monteverdi et son Magnificat nous y accompagnent. Les photos de Raphaël Auburn, la belle présence de Christelle Prott nous redonnent les voix de la poétique qu'il nous faut retrouver aujourd'hui dans ces décors de l'Italie baroque, celle qui nous regarde et nous accueille. Les yeux de lumière appellent à voir ce qui ne cesse d'être de plus en plus généreux envers l'autre malgré tout. Et Rabelais, cité dans le film en exergue, combien avait-il raison de nous mettre en garde contre la ruine de l'âme, celle du sujet de l'inconscient face à la terreur. Ici, la psychanalyse y trouve sa place, son Christelle Prott et Raphaël Auburn. À Christelle Prott, j'ai envie d'adresser la remarque, pour commencer. Comment avez-vous accepté la contrainte, je dirais théâtrale, d'Eugène Green, le metteur en scène, avec ses liaisons bien à propos, trop bien à propos, dirons-nous, mais qui néanmoins marque le fait que le visage, c'est bien le lieu de la parole. Il suffit de voir un enfant pour qu'il nous apprenne par son visage ce qu'il veut nous dire. Non seulement des liaisons bien à propos, mais un ton toujours égal à lui-même, avec une certaine lenteur préparée, je dirais, lenteur des phrases, n'est-ce pas, qui montre bien que ce serait comme une sculpture, puisque ce film parle de sculpture. Et quel sculpteur, sculpture de la parole sur le visage, qui s'y prêterait bien volontiers avec des acteurs comme vous. Mais est-ce du théâtre? Bon, Eugène Green a eu une troupe de théâtre, il l'a fondée en 97, qu'il a appelée la Sapienza, n'est-ce pas? Et à M. Raphaël Auburn, voilà, comment avez-vous pu filmer le baroque au cinéma, avec un cinéma qui ne soit pas baroque, justement, pas trop plein d'exubérance ni d'opulence, pour le film, j'entends, mais qui quand même met en scène l'art baroque, à mettre en scène la lumière comme acteur principal, comme objet acteur qui guide le film, mais qui guide aussi le spectateur, n'est-ce pas, que je suis, et ceux qui sont ici présents, entre mystique et raison, n'est-ce pas, entre Borromini, respectivement entre Borromini du côté de la mystique et Bernini du côté de la raison. C'est un dualisme classique, mais néanmoins ce film qui ne parle pas de tout, mais en tout cas qui parle de religion, d'art, de sculpture et du bien vivre quand même face à l'art qui nous donne la beauté et peut-être l'apaisement, aujourd'hui en tout cas. Voilà, c'est ça que je voulais vous poser comme question. Eh bien, on peut commencer par parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire des liaisons qu'on entend dans le texte tout au long du film. Je dis des choses qui fâchent parce que elles suscitent souvent des réactions de surprise, d'agacement, de rejet. Enfin, en tout cas, on ne comprend pas trop pourquoi il y a une telle insistance
sur des liaisons qu'on n'entend en général pas dans la vie courante. Il faut savoir que c'est un choix formel qui est là depuis le premier film d'Eugène Green. Et ces liaisons ont une origine dans son travail. Eugène et moi, nous nous sommes rencontrés il y a plus de 20 ans, et à l'époque, il faisait du théâtre, il travaillait spécifiquement sur la déclamation baroque. Il tentait de faire au théâtre ce qu'on avait fait déjà dans la musique, c'est-à-dire de jouer les morceaux de l'époque baroque avec les instruments anciens. Alors lui s'est appuyé sur des textes du XVIIe, des textes qui donnaient des informations sur la technique déclamatoire des avocats de cour et qui eux-mêmes s'inspiraient du travail des acteurs, pour dire les alexandrins. Donc il y a beaucoup d'informations concernant la voix, concernant la gestuelle, etc. Bon. Il y avait cet élément particulier qui était de faire toutes les liaisons au sein de l'alexandrin pour ne pas faire tomber l'énergie du vers en plein milieu, etc. Donc c'était lié toujours. Eugène nous a proposé de dire les textes de ces films en maintenant cette idée-là, de faire toutes les liaisons. Alors, c'était un petit peu difficile pour moi d'accepter ce parti pris au début, parce que autant on accepte l'artifice au théâtre parce que c'est le propre de la représentation théâtrale, autant au cinéma c'est plus compliqué. Il justifiait ça en nous décrivant cette liaison comme un masque. Il nous a demandé de l'utiliser comme un masque au théâtre, pour éviter, comme pensait-il, toute tentative de tomber dans un jeu psychologique. Donc il nous demande également de rester assez statique. Et donc voilà, l'idée c'est de ne pas avoir de tic de jeu, mais de mettre l'accent vraiment sur la présence. Et il nous dirige aussi musicalement. En général, on ne cherche pas à analyser le passé des personnages. Ce qui se joue pour eux dans la situation, tout est écrit. Et bon, c'est vrai que cette technique des liaisons pour éviter d'entrer dans des intonations jugées un peu artificielles par Eugène, paradoxalement passe par un artifice. Et je dois dire que ça marche assez bien, enfin même très bien. Au début, ce qu'on peut penser comme étant une difficulté à dépasser, ce qui est tout de même aussi le cas, ça devient un appui technique pour pouvoir s'ouvrir plus intensément, plus profondément peut-être à l'émotion et à ce qui se joue au présent. Bon, l'écueil de ces liaisons, ce serait de les accentuer parce que c'est difficile. Donc on se crispe plus ou moins dessus. Et donc mon souci, dès les premiers films, a consisté, à les faire passer, à les faire entendre le moins possible. C'est-à-dire, elles étaient là, et en même temps, il ne fallait pas les appuyer.
Donc, tout le contraire de la tendance naturelle, parce que ça ne l'était pas. Voilà. Ensuite, oui, une précision encore. Donc ces liaisons sont vraiment le seul reste de ce travail initial d'Eugène Green. Les références au baroque sont après dans les thèmes abordés, comme justement la musique baroque et là dans l'architecture baroque. Une précision par rapport à cette direction musicale d'Eugène Green. En fait, il nous corrige quand il trouve que notre façon de prononcer son texte est trop psychologique, pour reprendre le même terme que tout à l'heure. Si on ne baisse pas le ton en fin de phrase quand il y a un point, il nous le fait remarquer. Et quand on reste un peu trop perché, quand il y a une question, enfin un point d'interrogation en fin de phrase, il nous le signale aussi et nous demande de rester sur la même note. Dire ce qu'il nous fait entendre, ce sont des langues écrites, parce qu'en plus, dans les liaisons, il y a des liaisons qui n'ont jamais été faites. Elles ont été construites pour que justement, par exemple, c'est une règle de la rhétorique du 16e avec R, on ne prononce jamais le S qui suit. Quand il y a un R, on ne prononce pas le T qui suit, etc. On prononce le R. Et là, c'est vrai que c'est baroque. Là, j'entendais des choses qui étaient, je me disais, voilà, c'est vraiment Brecht. C'est-à-dire, il nous rappelle que nous sommes au théâtre, au cinéma, et que quelque chose va se construire du maître, qui ne se voit pas, mais qui signe, et qui dirige les acteurs. Et vous avez conforté, et moi je dis que c'est plein d'humanité parce qu'on sent cette difficulté d'être humain, et puis cette construction qui va retrouver, et la fin est très belle parce que c'est pas seulement parce que y a l'amour, mais c'est parce qu'il y a la richesse humaine de nouveau qui est revenue de part et d'autre. Alors avec ce fantasme ou fantôme, ça me rappelle l'autre film que tu avais aimé, l'avant-dernier, Oui, où il y a aussi cette transcendance qui travaille. Michel Clément Cogitor, c'est lui qui joue le rôle de celui qui accueille à la Villa Médicis. Oui, il est dans le film. Tout à fait. Il est dans... Donc j'y ai pensé aussi, et j'ai pensé aussi à Pasolini, parce que dans la rencontre entre l'architecte et le jeune, on sent quelque chose qui passe, et qui est cette rencontre entre hommes, ou cette rencontre entre femmes, qui se passe, et qui est transcendante, enfin, qui fait passer le messager, ou qui fait passer la lumière, et qui, moi, ce qui m'intéresse dans la laïcité, c'est justement comment il y a de l'au-delà. Et c'est pas forcément religieux. Il y a quelque chose, et vous l'avez dit, on n'a pas besoin de parler entre Eugène et vous, ça se passe, et voilà. Ben, ça existe. Ça existe à condition que on le fasse exister. Ça existe, c'est ça qui donne du sens à la vie. Et voilà, ça existe autant qu'on le fasse exister. La rencontre avec le Chaldéen. Oui, c'est Eugène Green d'ailleurs, qui joue le Chaldéen. Voilà, oui. Ça m'a rappelé des événements qui peuvent se passer dans la vie quand on est comme ça, accueillant, ouvert. Et je me suis rappelé un village espagnol où, je ne sais pas pourquoi, je conduisais et j'ai décidé de tourner dans un... C'était pas une autoroute, hein, donc de tourner comme ça, à droite, et de descendre. Et je suis descendue dans une espèce de petite crique. Et là, il y avait un mariage. Et on m'a accueilli. Et ça a été la fête. Et des gens me parlaient. Et bon, je comprends l'espagnol, mais c'était complètement imprévu, inopiné. Et c'était magnifique. Et c'était chaleureux.
Et il y a, avec le personnage du Chaldéen, il y a aussi non seulement l'humanité, mais l'actualité. Et il y a ces peuples et ces langues qui meurent et qu'on perdra à jamais et qui existent encore pourtant. C'est-à-dire que c'est pas psychologique, mais c'est drôlement actuel et drôlement politique. Parce qu'en même temps, il y a ce qui nous dépasse et qu'on peut cueillir et faire voir dans cet art baroque italien, dans cette lumière italienne, et puis aussi dans ce que nous rappelle ce personnage du Chaldéen qui existe, la guerre d'Irak, les massacres de population et tout. C'est-à-dire il y a un tressage extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ce film très très beau. La question, c'était sur les pieds et les souliers. Ça commence, on voit les talons, on voit les pieds. Alors évidemment, mon côté rationnel essayait de tout de suite dire, interpréter, se dire quelque chose. C'est tellement contrastant par rapport à la lumière et la hauteur que nous montre la photo. Mais pourquoi il nous montre les pieds comme ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Non, moi, j'ai pas trouvé. Alors, je pose la question. C'est parce que les pieds, ça montre qu'il y a un lieu, on peut être quelque part, quoi. Oui, non, mais ça montre aussi l'humain. Il y a un lieu où on peut marcher, on peut y être. Je sais pas si il faut y être aussi. Il faut y être aussi, c'est-à-dire que ça marche, ça tient. Bon, il y a des gens, moi c'est un peu ma tradition, je suis pas du tout sûr demain de savoir où je mettrai les pieds. Je peux être viré, quoi, d'un instant à l'autre. C'est pas tout à fait ça, on est un peu plus en sécurité. C'est pas rigolo pour moi, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est ça qui s'est passé dans mon histoire. On te chasse et tu sais même pas où tu vas. Alors, les pieds, ça me semble être de l'ordre. Oui, bien sûr, on marche beaucoup. Ça me semble être de cet exil possible à tout instant. Et là, il y a des gens qui savent où mettre les pieds. Bon, en plus, il y a autre chose. Le début de cette femme qui dit est-ce qu'on baise ou quoi, je sais pas quoi. Oui. Là, on voit ses chaussures, elles sont un peu grandes d'ailleurs. C'est curieux ça. Bon, c'est comme ça. Talons rouges. Alors, il y a de l'humour dans ce film. Je disais en commençant Woody Allen, parce que quand, comment il s'appelle, Alexandre dit il n'y a plus de maladie de langueur depuis 1914. Ouais. C'est rigolo, parce que l'autre dit, le frère, on l'a pas dit à ma sœur, on a oublié de le dire à ma sœur. En fait, moi j'ai pensé, psychanalyste ou pas, à la question du sexuel infantile que Freud introduit dans ces années-là. Il y a des textes freudiens majeurs. Bon, bien sûr, c'est la guerre de 14, on peut penser ça, mais c'est 14. C'est-à-dire exactement comme dans le film Le Ruban Blanc, qui est un commentaire du malaise dans la civilisation, qui est en fait l'introduction par le metteur en scène d'un texte freudien sur le sexuel infantile. C'est-à-dire la question de la libido freudienne. Moi, je me suis dit ça, c'est-à-dire que l'hystérie de cette petite Lavinia, elle se marque d'un savoir sur ça, sur le freudisme. Moi, je dirais ça comme ça. C'est un peu exagéré, monsieur le photographe, il ne faut pas m'en vouloir, mais pourquoi 1914? Il faudrait demander à Eugène Gris ce qu'il en pense. Ça serait intéressant. Bon, voilà, c'est un peu tout ça qu'on peut commencer à se dire. Oui. Je vais répondre sur les pieds. Oui. Dès le premier film, dès Toutes les nuits, donc, pareil, les plans sur les pieds, mais alors il y en avait encore plus que là. Hein. Et ça commençait même par ça. Enfin, tous les personnages étaient introduits par leurs pieds. C'était toujours... Et en fait, comment dire, il souhaitait utiliser la question de la fragmentation des corps pour qu'une partie puisse, pour le spectateur, déjà dire quelque chose du personnage, l'amener à peut-être imaginer ou comprendre qui est là. Enfin, voilà, et c'est aussi pour éviter toute psychologie. Et alors, dans Toutes les nuits, il y a une scène que je rappelle souvent parce qu'elle est assez exemple. Oui, elle donne un bon exemple. C'est les deux personnages ne se sont pas vus depuis des années. Et on accompagne le personnage masculin qui va revoir la femme qu'il a éperdument aimée, qui est au fin fond d'une campagne isolée. Et on imagine bien, alors on sait qu'ils vont se rencontrer, et on imagine bien que quand elle va ouvrir la porte, ça va être la surprise, etc. Et bien cette scène, il l'a découpée, on voit la voiture qui arrive, on entend la porte de la voiture qui claque, et on voit les pieds du personnage qui descendent et qui vont jusqu'à la porte. On est dans la maison, on voit les pieds qui vont jusqu'à la porte, et plan sur les pieds, et ensuite on remonte du côté de l'extérieur sur le visage, sur mon visage.
Voilà. Et en fait, tout ce qui s'est passé, de la surprise, etc., tout ça, c'est refoulé. Ah, c'est un terme qu'on aime bien ici. Voilà, c'est refoulé. Et on ne capte que la présence, enfin, l'instant extraordinaire de la rencontre dans les yeux de chacun. C'est tout. Et c'est vraiment fort. Voilà. Tu veux dire un mot? Non, ça va. Si tu veux. Je sais pas si j'ai quelque chose à... Non, moi j'ai entendu les pieds. J'allais dire comme la présentation des fantômes. Voilà, j'y ai vu aussi les fantômes passer. Et pourquoi pas? Voilà, puisqu'on parle beaucoup de fantômes, mais c'est surtout à la fin quand elle explique que justement le messager est venu et qu'on ne l'a pas vu. Ah oui, oui, oui. Voilà. C'est joli. Puis, après, sur peut-être quelque chose à noter, puisqu'on c'est sur la structure vraiment baroque du film, de la construction même du film, et qui commence avec ses premières statues en haut à double visage. Oui. Et je pense qu'il faudrait insister ou remarquer, ça tombe sous le sens quand on voit le film, mais sur l'importance de la dualité. Et que tout le film est construit sur un va-et-vient entre deux. Oui. Et la manière dont finalement l'homme va avec l'homme, la femme avec la femme, et puis se retrouve après. Et je crois que ça, ce qui donne à ce film, en tous les cas, un caractère que j'appellerais moins allégorique, au final. Voilà. Oui, pour la minute, il y a moins que la salle. Mais cela dit, la question de la laïcité, disons. Oui, la laïcité par rapport aux religieux, c'est vrai qu'il y a un enjeu de taille dans ce film là-dessus, parce que il semble beaucoup plus mystique. C'est entre mystique et laïcité, mais ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a peut-être une mystique laïque. Enfin, il y a une sorte d'un au-delà sur quoi on peut s'appuyer, qui peut s'appeler la sapienza. On peut revenir sur ce mot quand même, qui est magnifique. On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. C'est pas le côté obscur de la force de Star Wars, quoique Star Wars s'appuie sur le ki japonais. C'est pas rien pour les enfants. Cette force qui soi-disant tient l'humain, je sens en moi une force arriver. Bon, c'est dans le film. Hein. C'est donc des enjeux qui aujourd'hui semblent être d'une mystique peut-être pas du tout forcément religieuse, mais laïque ou laïcisante. C'est là où on est pris dans notre actuel culturel. Et ce film qui va sortir de Star Wars dans 3 jours, là, commence à me faire peur parce que ça va envahir tous les écrans, toutes les télés, et je sais pas quoi encore. Et sur cette histoire du côté obscur, hein? Tu l'aimes, alors ça va. Non, alors pas, j'ai changé d'avis. S'il vous plaît, sur Sapiens, s'il vous plaît. Sur Sapiens, après. On va réfléchir comme ça. Pour une fois que j'arrive à oser parler. Sur Sapiens, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça dit plus que si on traduisait par savant, ou si on disait, alors, Sapiens, savant, ou sachant, ou savoir, ou sagesse. Bon, c'est le terme qui va avoir donné sagesse, mais la Sapiens, on le dit au 14e, 15e, 16e, on peut être sachant et c'est sapiens, et donc c'est tout à fait intéressant de l'avoir laissé comme ça, je trouve. En même temps, l'université à Rome s'appelle Sapienza, donc c'est un terme italien, mais en France, il est chargé de plusieurs sens, peut-être que là aussi, sinon allégorique, c'est métaphorique. Ah, Justement, ça serait un long débat, métaphore et allégorie à vous. Justement, je ne sais pas si c'est Sapienza. Je voudrais dire l'effet que ce film a eu sur moi. Et cet apaisement, c'est peut-être la Sapienza, ou la beauté, ou la jouissance. Parce que c'est un film qui donne le temps de jouir du cinéma, on va dire. Parce qu'il est lent. On peut prendre le temps de regarder l'image. La parole, la langue, les mots sont décentrés. On a le temps de l'écouter. En même temps, on a le temps de voir les visages. Et on a le temps de jouir de ce film. Et de la beauté aussi, de l'art, de la sculpture, de la lumière, de la photo.
comment dire, il nous réunit en tant que spectateurs, en tant que sujet, parce qu'il nous disperse en tant que jouissance de l'écoute, du regard, de la musique aussi. Et ça fait du bien. C'est peut-être ça la force de la Sapiens. Je vais passer à madame là, qui va parler. Je voulais juste dire que ce cinéma, qui est le cinéma du silence et de la photo, de l'opérateur, en fait, du travail de l'opérateur d'un côté et du cinéaste pour la langue, est un très beau cinéma qui a eu quelques représentants en France il y a une vingtaine d'années. Il n'y en avait plus tellement. Je voulais voir un film de ce monsieur Green dont j'ai entendu comme ça parler, mais j'avais jamais eu l'occasion de le faire, et je voudrais bien savoir si ces autres films, si on peut rétrospectivement aller voir ce qu'il a écrit, parce que c'est très très beau. Voilà. Ce qu'il a écrit, parce qu'il a filmé avec vous. Oui, en fait, c'est le cinquième. Combien il y en a? Le cinquième, donc. Oui. Les autres sont visibles? Non. Bon, enfin, 5, ça va. Il y en a pas mal. Il y en a qui sont en DVD, qui se trouvent en DVD. Après, il y en a. Là, il y a celui-là vient de sortir en DVD avec un moyen métrage qui s'appelle Les Signes, parce qu'on voit moins on a fait quelques courts métrages et quelques moyens, je crois, 2. Oui. Et sinon, ils sont en DVD. Toutes les nuits, c'est le premier, le Pont des Arts. Il y a quelques cinéastes comme lui, il y en a d'autres, je ne vais pas les citer, qui ont une œuvre comme des écrivains. Voilà. Et c'est un style très personnel, le film se répète, et c'est un travail sur la langue de l'image, mais aussi la langue parlée. C'est tout à fait représentatif. Merci beaucoup. Je passe le... Je veux juste dire un mot. Il est aussi écrivain. Il a écrit beaucoup de théâtre, mais il écrit des romans. Et il a écrit aussi pas mal d'essais sur le cinéma, sur la parole baroque. Et là, il y a un livre qui est sorti là, ou qui est sorti ou en train de sortir, je ne sais pas, en tout cas, il nous l'a donné, sur Pessoa. Donc, un hommage à Pessoa. Donc, il écrit beaucoup. Enfin, il passe sa vie à écrire, en réalité. Et pour dire juste un mot par rapport à la laïcité, Eugène est un mystique, que ce soit clair. Voilà. J'aurais juste une question vers vous. A été évoquée la présence, de ce qu'on pourrait appeler des grandes, plus que des traces, une présence de certains aspects de la photographie contemporaine, au sens strict artistique. Est-ce que ce sont un accord entre vous? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est, on va dire, volontaire, ou est-ce que c'est votre travail et les directives qu'il vous donne et la manière dont vous y répondez qui conduit finalement à un certain nombre de plans qu'on pourrait retrouver véritablement dans une strate de la photographie contemporaine? Je sais pas, je connais pas la photographie. Enfin, la photographie contemporaine, vous voulez dire quoi? Parce qu'elle est très large. Ceux qui sont devenus artistes, entre guillemets, qu'on montre dans les galeries, et j'ai pas de nom, mais qui travaillent depuis les Allemands de la deuxième génération, la première génération après les Béchers, qui ont travaillé sur des portraits, des choses de face. Et il y a pour moi une vraie présence de ce type d'image-là. Voilà. Oui, encore une fois, je vous dis, moi, on ne parle pas du tout de ça avec Eugène. C'est vraiment, il n'y a aucune référence de rien du tout. Eugène, c'est quelqu'un de très cultivé, qui connaît 1000 choses et qui parle, quand on va au restaurant, de plein de choses, etc. Et on apprend plein de choses avec lui. Et voilà, on a chacun notre chemin. Et il écrit vraiment, comme je vous ai dit, c'est très précis. Son scénario est vraiment très, très écrit. Alors après, il y a de temps en temps à un moment où on fabrique la chose, il y a des petites choses qui changent, et puis moi j'adapte en fonction de ce que je lis et du décor dans lequel je suis, et voilà, j'adapte un peu, je fais des propositions, mais encore une fois, il n'y a pas du tout de référence de photographie contemporaine. Enfin, je vous dis, moi je suis ce que je suis, et je le propose avec ce que je suis, d'une manière très simple et très intuitive, en fait, c'est complètement intuitif, et je pense que effectivement c'est un travail beaucoup sur la parole, sur la lumière, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, en tout cas ma relation moi avec Eugène, elle dépasse complètement les mots. Il y a une chose qui est complètement, qui est la vie, tout simplement, et qui est une chose tout à fait naturelle et qui circule
et qui donne du sens et qui fait du bien, quoi. Et je pense que ça traverse et ça s'exprime dans ces films, parce que je pense que voilà, en fait, si les gens sont touchés, c'est que nous-mêmes on vit quelque chose et qu'on partage quelque chose, et que Eugène a la force de faire partager ça avec son équipe, parce que c'est toujours des tournages qui sont très forts et très respectueux. Enfin, Eugène, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup les gens, il y a vraiment c'est beau, quoi. C'est une relation humaine qui est très belle, et je pense que tout ça, ça finit par apparaître dans ces films et être transmis, et les gens le reçoivent, quoi. Enfin, quand ils veulent bien s'ouvrir à ça, quoi. Oui, oui, enfin vous dites que tout se fait d'une façon spontanée, il y a tout de même, c'est pas un film d'ignorant, quoi, enfin il y a tout de même une connaissance précise de chacun de son art, et c'est tout à fait sensible. Et alors justement, moi, une chose qui est toujours sur cette affaire de liaison, mais ce qui m'a, parce que j'ai véritablement réalisé quelque chose, c'est que cette affaire, on voit dans un premier plan un nœud borroméen. Et je trouve que, alors bien sûr, bon, ça nous évoque des choses, mais je trouve que pour la première fois, justement, j'ai vu cette articulation même dans la langue. Enfin, je l'ai vu, je l'ai entendu, mais je dis je l'ai vu, et je vais préciser pourquoi. Parce qu'il y a en effet le signifiant, bon, sapiens, ça qui est là et qui structure, enfin, véritablement, un peu comme la lumière dans cette architecture, la langue. Il y a cette énonciation, ce rythme que vous introduisez comme cela dans la diction, et il y a en effet la liaison. Et tout à coup, en effet, cette liaison, c'est ce ternaire qui fait tenir ensemble aussi les trois. Et ça, pour moi, c'était assez lumineux, et je trouvais que ça faisait tout à fait écho dans la photo, puisqu'il y avait ses pieds, ses visages, et cette lumière. Et cette lumière, alors que vous avez dans votre visage, quoi. Enfin, elle est là, présente, il y a quelque chose qui est lumineux, quoi, tout à fait. Et donc, ces trois-là font à la fois écho, en effet, à ce lieu, à cet espace structuré par justement le volume même, quoi, de l'architecture, et à la lumière. Et ce ternaire qui revient comme cela à plusieurs reprises et qui se conjugue, en effet, je ne parle pas de la musique, de la voix, mais il y a également cela, et je trouve ça très bon, mais enfin, somptueux, quoi. Merci beaucoup. Merci. Mais je crois que ce qui est très fort, en fait, c'est que finalement, il a vraiment une écriture à lui, quoi. C'est-à-dire, c'est très singulier, et il y a une unité dans tout ça, effectivement, dans toute cette manière de... les liaisons, la parole, la manière de parler, de diriger ses acteurs, la lumière, le cadre. C'est une vraie proposition de cinéma, quoi. Et elle est très singulière, et elle est très puissante, quoi, parce que il donne quelque chose, quoi. Ça, c'est sûr. Alors moi, je voulais juste dire trois choses. Bravo, c'est très beau. Qu'il n'y a pas que les liaisons, mais il n'y a aucune élision qui sont faites aussi. Donc il y a toutes les syllabes qui sont prononcées. Il n'y a pas donc que les liaisons. Vous parlez beaucoup du théâtre. Alors c'est vrai sur les Alexandrins, mais le théâtre n'est pas... On ne parle pas quand même d'une façon si artificielle. Il faut savoir que le théâtre, c'est aussi... on met de plus en plus la vie, on sent justement toutes les élisions. C'est-à-dire l'inverse absolument de votre travail. Je voulais dire une deuxième chose, je ne sais plus ce que c'est. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que c'est très beau quand les deux jeunes s'en vont en barque sur le mur du port, enfin il y a marqué Emma sur le mur en rouge. Donc c'est des traces comme ça de quoi s'est nourrie cette jeune fille en même temps qu'elle était en souffrance. Et quand elle s'en va et se libère, c'est ancré sur le mur qu'Emma restera. Et la troisième chose, c'est dommage, je m'en souviens plus. Voilà. C'était la plus importante. Tu sais bien. Je crois, hein, mais vous allez me le dire, de cette manière de parler, il y a un courant dans le théâtre, dont vous parlez d'ailleurs, puisqu'il a fait du théâtre, où on a pris plaisir à donner cette diction baroque, c'est-à-dire en lisant toutes les lettres et toutes les articulations, etc.,
Et moi, j'ai entendu une pièce de Racine dite comme ça, et c'est absolument stupéfiant. Il y a quelques troupes théâtrales qui se sont amusées, il y a quelques amusés, je sais pas, qui ont pris le parti de dire des pièces de Racine ou de Corneille avec cette diction baroque. Voilà. Oui, ben, c'était le travail au départ de Jane Green. Et il y a quelques élèves, dont quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'appelle Benjamin Lazare, et qui monte des pièces en baroque toujours. Donc voilà, non, évidemment, c'est plus du tout. On parle. Il essayait une reconstitution, enfin non, disons, un travail à partir des éléments qu'il pouvait détenir du témoignage du XVIIe. Son travail, c'était ça. Donc, une pseudo-reconstitution, hein, avec toute une part d'improvisation, parce qu'évidemment, on n'a pas d'enregistrement. Mais bien sûr que tout ça a disparu du théâtre, et certains continuent à vouloir donner une forme un peu artificielle à la parole dans le théâtre, puis d'autres, au contraire, vont du côté du naturalisme, et voilà. Corneille en naturalisme, c'est... Eh ben voilà, les pieds boitent, et donc moi je suis très attachée, en effet, au fait d'entendre toute la musique, même si on aplatit, on essaie de rendre plus contemporain le phrasé, enfin la diction. C'est bien dommage quand tout à coup, ça heurte même quelqu'un qui ne connaît rien, quand tout à coup le rythme est là, puis il y a quelque chose qui flanche, ça peut être désagréable à l'oreille. Bon, voilà. Et d'autres préfèrent au contraire que tout ça soit un peu déconstruit. Bon, c'est des partis pris. Et alors la troisième chose que j'avais oubliée, pardon, c'était sur l'écoute. Parce que, oui. En fait, cette façon de s'adresser à l'autre sans psychologie et à travers un langage très construit, ça rend l'écoute très importante. Et c'est aussi un spectacle sur l'écoute. Et alors, je voulais vous demander quelque chose, parce que la dernière image du film, c'est le ciel. Vous montez sur le ciel. Et moi, j'ai vu une oreille dans un nuage. Il y a une petite oreille. Donc, je me suis demandé si c'était voulu. Tout est voulu. On a envoyé de la fumée pour faire une petite oreille. Non, tout ça, c'est le hasard, comme le Emma qui est gravé sur le... Oui, non, ça, c'est pas voulu. C'était... C'est le hasard. Ça, c'est la vie, quoi. Pour ce qui concerne l'écoute, Eugène a utilisé ses chants contre chants face caméra, un peu comme chez Ozu, qu'il admire beaucoup, et pour mettre le spectateur entre les deux protagonistes, vraiment, et que la parole puisse être reçue vraiment de plein fouet. Laura, tu te souviens de moi? Mais j'ai travaillé avec Simon, on a travaillé avec Simon Abkarian. Oui, l'ultime chant de Troyes, etc. Et avant, peine d'amour perdu. Bon. Je me disais bien que je te connaissais. Ah oui, voilà. Moi, je me souviens. Oui. Pour ce qui concerne l'écoute, on va rebondir un petit peu là-dessus. Pour nous, c'est décuplé aussi, l'écoute, en tant qu'acteur. Parce qu'en fait, on n'a pas le partenaire dans ces chants-là, chant contre chant rapprochés. On n'a pas le partenaire. Il se met un peu dans le champ, à peu près vers la caméra, pour qu'on reçoive à peu près du même lieu. Mais on ne voit pas le visage de son partenaire. Et dans le pire des cas, même, on voit le nôtre qui se reflète. Et là, c'est difficile. Et donc, il ne garde pas au montage l'écoute de l'acteur. C'est rare, très très rare. Mais on passe notre temps à essayer d'être le plus... ouvert aux moindres nuances de la parole de l'autre pour pouvoir réagir de façon adéquate, parce qu'on n'a pas d'autre signe que ce qu'on entend. C'est beau ça. Moi je voulais dire que la Sapiens, moi j'avais écrit dans mes notes sa chance de savoir, et en même temps il y a la chance de la rencontre, d'une double rencontre. Ouais, la patience aussi. On peut dire la patience, mais ça, oui, alors sa chance, c'est un mot bizarre qui m'apparaît évocateur de ce qui se passe, c'est-à-dire la rencontre. Il n'y a pas de rencontre au hasard, il y a des rencontres au hasard. C'est très intéressant, c'est évoqué dans le film. Et l'histoire de ce que vient de dire Laura, comme quoi il y aurait une oreille, c'est absolument une chance aussi
de rencontrer des choses qui n'ont pas été du tout mises dans le film. C'est du cinéma, c'est ça. Oui. Ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans ce film, en fait, c'est la façon dont il est totalement et tout le temps sculptural. C'est-à-dire que le verbe marque, trace, comme au burin, et tout est un jeu de la lumière par rapport à la matière, et ça peut être la matière auditive, comme ça peut être la matière de la lumière. C'est un des films les plus beaux que j'ai jamais vu, moi, comme sculpteur. Parce que c'est une espèce de 3D de l'esprit et de tout ce que peut utiliser le cinéma. Je suis absolument émerveillée par ce film et je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Moi aussi. Merci. J'étais invitée par mon avis, qui est juste à côté de moi, et moi je ne suis pas psychanalyste. Et donc très intéressée d'entendre, à propos d'un film qui parle énormément d'architecture, je suis architecte, une salle de psychanalystes. Et dans le fond, je suis largement étonnée parce que pour moi, on parle d'espace, on parle de lieux, on parle des personnes à l'intérieur de ces lieux et comment ces gens sont dans un lieu, un lieu. Alors évidemment, il y a les mots, il y a tout ça. Mais ça je ne retire évidemment rien de tout ce que vous dites, mais je m'étonne, je suis même un tout petit peu embarrassée que vous ne parliez pas d'architecture et de psychanalyse. Enfin, les deux liés. Enfin, ou alors je n'ai rien entendu. En parler, c'est pas très compliqué aussi, mais c'était pas l'enjeu jusqu'à maintenant. La monumentalité dans l'architecture a fait l'objet de travaux de psychanalystes. C'est la notion d'espace psychique, hein, d'espace intérieur, d'espace extérieur. C'est très bien évoqué par la place de l'analyse qu'occupe Aliénor, justement, cette lumière aussi aller sur le chemin. Alors évidemment, on peut relier tout si on veut, mais c'est pas spécifique à ce film de relier l'architecture et la psychanalyse, parce que la psychanalyse, elle y est vraiment par raccro, toute petite, là, dans l'enjeu. C'est nous qui pouvons la travailler autrement, il me semble. Oui, vous voulez aussi parler? Oui. Merci. Oui, moi aussi, je suis émerveillé ce film, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à remplir dans notre société, c'est-à-dire d'abord l'écoute, la patience, aussi la volonté de rencontrer l'autre par le dialogue. Et je trouve justement cette fiction baroque, comme vous dites, est très réussie, parce que dans quelques mots, on a des idées claires, on voit clair ce que l'autre veut dire, et ça manque un peu dans notre époque. Et aussi le phénomène qu'on associe la beauté avec l'amour, c'est pas toujours évident dans notre époque, et les sciences, hein, c'est des trois choses que j'ai retenues et que je trouve très important et très réussi dans le film. Pour ce qui concerne l'architecture, c'est évidemment le personnage principal. Voilà. Et bon, Eugène a écrit il y a longtemps déjà, il y a plus de 15 ans, donc ce fameux ouvrage qui s'appelle La parole baroque, et il traverse tous les arts du XVIIe, et il y a tout ce qui est là est déjà écrit dans ce livre-là sur l'architecture baroque. C'est vraiment très intéressant parce que c'est beaucoup plus encore avancé que ce qu'on apprend ici. Voilà, donc c'est le personnage principal. Juste un mot pour dire que je pense que Shane Greene est aussi un disciple ou quelqu'un qui a lu attentivement Lévinas, parce que la place du visage dans Lévinas est centrale, et là aussi, quoi. Il y a une rencontre entre les écrits de Lévinas et les films sûrement de M. Greene. Ça, je ne saurais, je ne peux pas vous le dire, il faudrait lui demander. Oui. C'est toujours très intimidant, là, une salle de psychanalystes hyper intelligent. Moi, je suis cinéaste, mais je voulais poser une question à propos de l'humour de Greene. Le plan final, je me suis demandé si c'était pas parce que c'est un clin d'œil, vraiment, il y a un côté happy end un peu à l'américaine, entre guillemets, puisque Greene est américain, mais c'est une espèce de plan incroyable, frontal, enfin vraiment le parfait happy end. Et je me suis demandé si justement vous en aviez un peu discuté avec lui. Enfin, moi je l'ai vu comme tel. Hein. C'est juste écrit.
Oui, donc c'est là. En tout cas, il nous réconcilie avec le monde et le monde d'aujourd'hui d'une façon limpide, et on peut le remercier, et vous aussi. C'est les îles Borromée qui sont derrière. Juste pour le une grand salle final. de psychanalyste. Je voudrais juste faire on est psychanalyste pour quelqu'un qui vous met en place de psychanalyste avec un divan, un fauteuil dans l'intime. Et sinon, à part ceux qui se prennent pour des psychanalystes ambulants partout, ça n'existe pas une salle de psychanalyste. Il y a des patients, les psychanalystes ont été des analysants, le sont encore, le seront toujours. Je veux dire, il faut arrêter d'être intimidé. Moi qui ai été psychanalyste, je suis aussi intimidée par cette salle. Et pas par les psychanalystes, par ceux que je ne connais pas. Mais on n'est pas... Vous vous rendez compte, toutes ces psychanalystes? Il y en a beaucoup qui sont partis. Qu'est-ce qui reste? C'est les meilleurs qui restent ou les pires? C'est toute la question du transfert qui est bien évoquée dans le film. La question du transfert est présente. Il y a du savoir. Lavinia s'en sort parce qu'il y a un transfert. Dès qu'il y a du transfert sur quelqu'un qui écoute, c'est l'amour du transfert qui a sur l'affaire. Oui, parce qu'elle ne raconte pas non plus son fantôme. Moi, je voulais simplement dire, je vous l'ai dit déjà d'emblée, je trouve le film vraiment somptueux, j'étais extrêmement touchée. On a parlé de beaucoup de choses et je crois qu'on pourrait en parler longtemps, mais ce qu'on n'a pas dit, en tout cas moi je voulais vous le dire, c'est que l'interprétation des comédiens est absolument magnifique, et en particulier la vôtre, et je voulais vous en remercier, je la trouve très, très émouvante, très bouleversante, d'une très grande sobriété et d'une très grande intensité. Et je voulais vous en remercier, voilà. Et évidemment, la photo, on en a beaucoup parlé, c'est éblouissant. J'étais éblouie par ce film. Merci. Moi, je voudrais juste dire un mot, parce que quand même, vous parlez un peu de la production et de la... Il faut quand même dire que depuis le début avec Eugène, c'est des films qui se font avec 3 francs 6 sous, quoi. Et il n'y a aucune chaîne de télévision qui le soutient. Enfin, c'est vraiment... moi, je trouve ça scandaleux, quoi. Donc, s'il vous plaît, parlez-en. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et faites-en la publicité, parce qu'il y en a un autre qui va sortir, qu'on a tourné cet été, qui va sortir sans doute au printemps, qui s'appelle Le Fils de Joseph. Donc, merci d'en faire un peu la publicité. Merci. L'architecture comme acteur, je crois que c'est que j'ai dit comme acteur, c'est l'acteur principal. C'est vrai qu'il y a... C'est la lumière qui est acteur. C'est la lumière qui est acteur que Eugène Green sait mettre en scène. Et avec le photographe, avec de la photographie, avec des appareils, avec tout ce qu'il faut, avec le hasard du désir de savoir-faire. Ça me semble. Et les yeux et le visage des acteurs, notamment le vôtre, c'est vrai. Il y a quelque chose là qui est de la lumière comme acteur. Et la lumière dans tous les sens du terme. Oui, de la lumière dans tous les sens du terme. Je veux juste, bon, on a fait l'effort, on n'a pas souhaité froisser votre modestie. Les images sont absolument sublimes. Ce que vous n'avez pas eu au départ, vous pouvez l'avoir à l'arrivée. L'Office du tourisme italien devrait pouvoir largement participer à ça. Les images sont sublimes, splendides. Très franchement. En plus, vous sublimez tout. Madame n'avait pas besoin d'être sublimée, mais vous l'êtes également. Quant aux liaisons, moi, au début, elles m'ont agacé. Je ne suis pas du tout de la partie. Hein. Elles m'ont agacé. Vous savez comment je me suis accommodé? Je me dis, bon, ils font tous l'effort de parler le français. Donc ça va un peu au-delà de ce qu'on attendait d'eux. C'est tout. Mais pour les images, c'est j'ai eu à la fois la connaissance du monde aujourd'hui et un film splendide. Une véritable évasion. C'est tout. Pour donner une information supplémentaire par rapport à la lumière, mais ça c'est Raphaël qui peut le faire mieux que moi, c'est qu'il y a 2 scènes dans le film qui sont entièrement éclairées à la bougie, et exclusivement à la bougie. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait depuis le début. Et c'était ce qu'on faisait au théâtre. Il y avait une rampe de centaines de bougies. On pouvait venir avec une bougie et on était dans les clairs-obscurs du Caravage et c'était absolument merveilleux. Mais même à jouer, à être sur le plateau au milieu de cette lumière qui vibre, c'est tout à coup on est dans le sacré, je ne sais pas comment vous dire, même cette scène qui donc introduit le voyage
entre Alexandre et Goffredo. Tout ça, c'est uniquement à la bougie. Et aussi à la Villa Médicis, ça, ils le disent avant. Et donc, si vous voulez des éléments, des détails techniques, parce que c'est vraiment pas facile, c'est Raphaël qui sait. Non, effectivement, depuis Toutes les nuits, en fait, qui était donc le premier film d'Eugène, il y avait des scènes dans lesquelles les personnages s'éclairaient avec une bougie, et il m'a tout de suite dit il refusait absolument de la lumière électrique pour éclairer ces scènes, et qu'il voulait les rééclairer qu'avec de la lumière de bougie, qu'il utilisait effectivement pour ses mises en scène de théâtre, qu'il éclairait qu'avec des bougies. Donc moi, ça me plaisait beaucoup, en fait, d'essayer ça, même si c'était compliqué, parce que les premiers films, on les a tournés en Super 16, que la pellicule n'est pas très sensible, et que la lumière de bougie, en fait, elle tombe très vite, au bout de 2 mètres, donc on ne peut pas faire des plans très larges. Mais voilà, et en fait, depuis le premier film, dans chaque film, il y a des séquences à la bougie où, au fur et à mesure, on a construit des espèces de projecteurs qu'on appelle des projecteurs baroques, où on met une vingtaine de bougies devant des miroirs, et on fait plusieurs racks comme ça, et enfin, on a toutes sortes de systèmes pour éclairer ces séquences qu'avec de la lumière de la bougie et sans électricité. Donc voilà. Luce della candela. Luce della candela, c'est... Paolo Ruiz fait ça. Oui, non, c'est pas le seul au monde, hein, bien sûr. David Géry est encore là? Oui. Tu peux nous dire un mot, monsieur le ministre? Je veux juste... non, mais je peux parler. Sur les images, pour souligner ce que vous avez dit, mais en même temps, je trouve que justement, ces images, elles sont un peu sur le fil du rasoir, parce que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un catalogue d'images de voyage, etc. Or, pas du tout. Elles sont absolument très fines, très... on ne tombe pas dans l'esthétisme. Jamais dans l'esthétisme. Oui, et puis une chose... On n'entend pas. On va vous passer le micro. La deuxième chose que je veux dire, Vous passez le micro, monsieur. De ce genre, avec des acteurs. Et ce que je ressens là, à l'instant, c'est surtout le côté de travail d'équipe. Même si c'est entièrement écrit, j'ai assisté à peu de débats où le photographe ou les acteurs étaient en capacité de prendre en charge entièrement le film comme vous le faites là. Et ça, c'est très émouvant. C'est-à-dire qu'on sent un travail d'équipe et de rencontre très forte avec Eugène, que je ne connais pas autrement que dans ses films. Mais vraiment, c'est très impressionnant, cette affaire-là. Vraiment. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation qui est très belle avec eux. Enfin, en tout cas, moi avec Eugène, après Eugène avec les autres, avec toute l'équipe. Enfin, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les techniciens qui travaillent avec Eugène, à la fin des films, ils sont toujours ravis. Enfin, il y a une espèce de... C'est le bonheur de travailler avec Eugène. Enfin, sur le plateau, en tout cas, il y a un vrai bonheur d'être là avec lui. Et effectivement, et moi, cette relation, elle est très belle, quoi. Elle est très belle parce que d'abord, maintenant, elle dure depuis plus de 15 ans, quoi. Et qu'il y a quelque chose de... Oui, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de bienveillance et en même temps de simplicité, de naturel. Et c'est comme la réplique de Christelle qui dit qu'il faut le plus difficile, c'est de se débarrasser de l'inutile. Et j'ai l'impression qu'avec Eugène, on se débarrasse de l'inutile, quoi. C'est-à-dire que dans notre rapport, dans notre relation, on est là pour... voilà, c'est un travail d'équipe, effectivement, où on travaille ensemble. Et il y a une unité là-dedans, quoi. Il y a quelque chose, il y a un accord, quoi. Ça fait un, quoi. Il y a quelque chose, et chacun avec ce qu'il est. Parce que moi, je suis très différent d'Eugène. On n'est pas du tout de la même génération, on n'a pas du tout les mêmes parcours, on n'est pas du tout dans le même milieu. Enfin, voilà, mais il y a une harmonie, quoi. C'est sûr qu'il y a une harmonie qui se passe et qui finalement qui s'exprime dans les films, quoi. Après, effectivement, l'image c'est toujours compliqué aussi parce que Eugène, juste un petit mot parce qu'on a parlé beaucoup d'architecture, mais sur la décoration, Eugène il déteste la décoration. C'est toujours un conflit avec les décorateurs parce que les décorateurs, d'ailleurs, là c'était un peu compliqué. La première séquence qu'on a tournée du film, c'est la séquence dans la chambre de Lavinia où elle est sur son lit. En fait, la chambre elle est pleine de trucs. Il y a une cage, il y a des livres, il y a des machins. Enfin, et c'était la première fois qu'on travaille dans un décor, et quand Eugène a vu ça, il a été un peu, ça l'a un peu froissé, parce que en fait Eugène il vide tous les décors, tout ce qu'il peut enlever du décor, il l'enlève, quoi. C'est vraiment un travail sur le vide. Je pense qu'il y a quelque chose de, voilà, sur le dépouillement. Oui, sur le dépouillement, et donc moi je me retrouve parfois à filmer juste une tête sur un fond d'un mur, un truc, et c'est pas toujours facile, quoi. Parce que ça aide parfois le décor pour éclairer, pour faire de la lumière.
Et souvent, je me retrouve comme ça, avec des choses très dépouillées et très vides. Et c'est vrai que c'est pas facile, quoi, pour que ça tienne, quoi, parce qu'il y a une tension. Bon, après, il y a l'acteur, la présence et tout ça, quoi, mais au niveau de l'image, voilà, il faut travailler sur le dépouillement. Mais bon, c'est ça qui est beau aussi, hein, parce que quand ça marche, tout d'un coup, il y a une dynamique, quoi, il y a une force qui fait que. Il y a une présence, quoi. On cherche tous, à travers la lumière, à travers les acteurs, à travers la parole, c'est la présence, quoi. Oui, je veux dire quelque chose. Je peux rajouter sur l'équipe. En fait, ça a commencé. Jeanne venait du théâtre. Il a eu une illumination un jour. Il a dit c'est du cinéma que je dois faire. Il a écrit un scénario, une adaptation de la première éducation sentimentale de Flaubert. Bon, c'est ça, Toutes les nuits, le fameux Toutes les nuits. Il a parié, il a lancé ça au CNC, qui lui a donné l'avance sur recette. Ensuite, on était sur un stage sur Claudel et Metterlinck à l'époque. Il m'a proposé le premier rôle. Je n'en revenais pas. Et il a choisi les gens de son équipe comme ça, des jeunes comme moi à l'époque, qui n'avaient jamais fait leurs preuves véritablement. Et c'était ton premier long métrage. Et on était tous une équipe de premier long métrage. Et on n'avait pas un sou. Et ça on a fait des journées de 15 heures, je sais pas, dans des décors, des bouts de ficelle. Il y avait une émulation, une volonté de faire quelque chose d'extraordinaire sans savoir que ça l'était, à part que c'était un peu spécial. Et c'est vrai que ça nous a énormément soudés. Depuis, Jeanne travaille avec les mêmes, souvent avec les mêmes, en tout cas le même chef opérateur, l'équipe technique, dès qu'il peut les prendre, quand il n'est pas à l'étranger, etc., il les prend, c'est son livre, enfin, il est très 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 fidèle en amitié. J'ai quasiment fait tous ses films, j'ai pas toujours eu le premier rôle, mais bon, il s'arrange pour que, là le dernier, j'en fais pas partie normalement, et il m'a écrit une scène. Voilà, donc ce que vous ressentez, c'est vrai, ça a été une grande histoire très, très forte dès Toutes les nuits, parce qu'il y a une reconnaissance comment dire, critique formidable à l'époque, et avec beaucoup de gens contre aussi, parce que justement tout le côté artificiel, etc. Mais c'est vrai que si on arrive à s'ouvrir un peu, à passer outre ces premières impressions, on peut vraiment recevoir quelque chose de très beau. Et on a tous reçu ça sur le tournage depuis le début, sur les tournages, depuis le début. À chaque fois, c'est des tournages vraiment très calmes. Enfin, il y a des péripéties, des problèmes d'argent, toujours c'est ça en fait le problème principal, qui font qu'il y a des tensions et que voilà, il y a des histoires. Voilà, mais on a des conflits, disons. Mais sinon, sur le plateau, c'est vraiment formidable. Encore une question, parce qu'on va m'arrêter. David. Oui. Non, mais moi j'ai été saisi par le film, en tout cas. J'ai eu une grande émotion. J'étais un peu agacé, effectivement, au début, par ces liaisons. Mais moi, je trouve qu'il invente un langage cinématographique. Pour moi, c'est pas du théâtre. Mais je serais content de l'entendre. Oui, pour moi, c'est pas du théâtre. C'est plutôt une invention d'un langage, cinématographique. Alors, c'est merveilleux. Et même dans le style de jeu, dans la manière dont... Oui. Non, c'est un très beau film. Le prochain scénario, après, le prochain film après celui qui va sortir là, c'est un film sur le cinéma. Et je peux vous dire qu'il est magnifique et que j'espère qu'il le tournera. Sur le cinématographe. Pas mal vu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il nous demande de partir. Je voudrais juste dire quelque chose. Un mot. Voilà, parce que comme en ce moment c'est difficile de parler de beauté, même avec des créateurs, parfois c'est pas la beauté qui compte, c'est la déconstruction. Moi je trouve que ça aussi c'est réjouissant de voir que la beauté ça marche, parce que c'est beau et tout le monde l'a dit là. Et je pensais à un vers de Baudelaire sur le poème qui s'appelle La beauté. C'est un rêve de pierre. Alors ça voilà. Bravo. Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Merci beaucoup.